Nous sommes en 2019 lorsque Nan Goldin infiltre le Guggenheim Museum à New York pour protester contre notre famille, les Sackler. Depuis 1995 et la sortie d'Oxycontin, un opioïde puissant rendant les consommateurs accros, l'entreprise Purdue Pharma, dirigée par mon neveu, Richard Sackler, avait tout fait pour vendre en masse son médicament avec toutes les méthodes que j'avais moi-même développées. Une force de vente très puissante, des publicités mensongères, des pots de vin aux autorités de régulation des médicaments, et j'en passe. Bref, vous retrouverez tous les détails dans l'épisode précédent. Je vous invite à le voir avant celui-ci. Moi, c'est Arthur Sackler. Je suis à l'origine de l'empire Sackler. Et je suis mort en 1987. Mais ça ne va pas m'empêcher de vous raconter ce qui s'est passé après ma mort. Quelques années après la mise sur le marché d'Oxycontin, des centaines de milliers d'overdoses avaient commencé à apparaître aux États-Unis. L'entreprise et ses dirigeants avaient été condamnés en 2007 à payer des centaines de millions de dollars d'amende. Ceci dit, ces sommes étaient bien maigres par rapport aux bénéfices qu'engrangeait Purdue Pharma et la famille Sackler. Mais de nouvelles attaques allaient être menées sur un autre terrain, celui de l'art. Avant que mon père Isaac ne décède, il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il ne m'avait pas légué une grande fortune, mais la chose la plus importante qu'un père puisse donner, un bon nom. Autrement dit, une bonne réputation. Et je me suis efforcé de garder la réputation de ma famille intacte jusque dans mon dernier souffle. J'avais moi-même mis en place la philanthropie au sein de la famille. Nous étions pendant longtemps plus connus comme donateurs que comme dirigeants d'une entreprise pharmaceutique. Nos contributions aux musées, universités et institutions culturelles étaient célébrées dans le monde entier. En 1965, j'avais même fait venir le temple de Dendur d'Égypte pour l'exposer dans l'aile Sackler du Metropolitan Museum of Art à New York. Un geste de mécénat dont nous étions fiers et qui témoignait de notre engagement envers la culture et l'art. Mais dans les années 2010, cette même visibilité s'est retournée contre nous. Les musées portant notre nom sont devenus le symbole des scandales de la famille, et c'est ainsi que des artistes comme Nan Goldin ont décidé de nous attaquer sur ce front. Après le plaidoyer de culpabilité de 2007, Purdue avait signé un accord s'engageant à améliorer sa conduite et à se soumettre à une surveillance indépendante. Mais en réalité, l'entreprise adoptait toujours les mêmes tactiques de marketing agressif auxquelles elle avait juré de mettre fin. Les représentants commerciaux ont continué de dire que le médicament ne provoquait pas de dépendance. Un nouveau concours Toppers avait commencé pour inciter les vendeurs à toujours conclure la vente. L'entreprise a continué de dire que les signes de sevrage n'étaient que des symptômes de pseudo-addiction. L'entreprise continuait de rejeter la responsabilité sur les patients. Ce n'était pas le médicament le problème, c'était les patients. Certaines personnes ont une personnalité addictive, disait Richard. Autrement dit, rien n'avait changé, du moins jusqu'en 2010. Cette année-là, Purdue Pharma crée un nouvel Oxycontin, l'Oxycontin OP. Elle contenait toujours de l'oxycodone, mais son enrobage était différent. Il la rendait plus difficile à être écrasée pour une utilisation récréative. À nouveau, 15 ans plus tard, la FDA a accordé à Purdue le fait que cette pilule était plus dissuasive contre les abus par les toxicomanes que les autres opioïdes. Encore un joli cadeau car c'était toujours très théorique. La FDA avait d'ailleurs demandé à Purdue de faire une étude post-commercialisation à ce sujet. Toujours est-il que cela avait pris du temps, mais Purdue avait finalement fait ce que le docteur Vanzi avait réclamé 10 ans auparavant. L'entreprise avait peut-être fini par prendre ses responsabilités au sérieux. Quelle naïveté. Il faut bien comprendre qu'un souci majeur pour les entreprises pharmaceutiques, c'est de faire énormément de profits pendant la durée du brevet. Une fois que les médicaments génériques arrivent, les prix baissent énormément. L'autre stratégie, c'est de prolonger la durée de vie d'un brevet. Vous attendez la date butoir pour introduire une petite modification dans votre médicament. Et bim, le brevet se prolonge. C'est ce qu'on appelle de l'evergreening. Et c'est exactement ce qu'a fait Purdue Pharma. D'ailleurs, il faut bien voir que Purdue Pharma ne vend quasiment que de l'Oxycontin. Elle a très peu investi en R&D et elle en est complètement dépendante. Comme ses patients finalement. Elle en est dépendante. T'as compris la blague ? Bref, l'entreprise ressemblait plus à un cabinet d'avocats spécialisé en propriété intellectuelle qu'à une véritable entreprise pharmaceutique. Et vous ne devinerez jamais ce que Purdue a fait en 2013, au moment de l'expiration du brevet de l'Oxycontin original.
Purdue a demandé à la FDA d'interdire les versions génériques de l'Oxycontin parce que, écoutez bien, parce que le médicament qu'il vendait depuis 18 ans était dangereux. Bon, heureusement, la FDA, qu'on a quand même pas mal critiqué jusque-là, n'a pas accepté cette demande. Excuse-moi de te couper, mais la FDA a accepté. Oui, ils ont dit que les bénéfices de l'ancienne version de l'Oxycontin ne leur portaient plus sur les risques. Bon, c'est vrai qu'avec la nouvelle formulation, même si c'était pas prouvé scientifiquement, l'Oxycontin était quand même devenu plus difficile à abuser par les toxicomanes. Plus difficile, mais pas impossible, hein. Sur les forums, on pouvait lire toutes sortes de protocoles pour le faire. Les pilules devaient être mises au micro-ondes, puis au four, avant d'être congelées et trempées dans toutes sortes de solvants. Bon, c'est quand même beaucoup plus compliqué et on va voir que ça va être efficace. Parce que malgré la reformulation de l'Oxycontin, Purdue avait continué à vendre l'ancienne version au Canada. À Windsor, au moment de la mise en vente de la nouvelle version aux États-Unis, les ventes de la version originale ont quadruplé. Bah oui, parce que les toxicomanes préfèrent l'ancienne version, c'était donc plus facile de se droguer avec. Donc ils ont acheté la version originale, encore disponible au Canada. Et puis aux États-Unis, les ventes de pilules d'Oxycontin de 80 mg ont chuté de 25% à l'échelle nationale. C'était à la fois le signe que la nouvelle pilule était plus efficace pour lutter contre les abus, et ça donne une bonne idée des revenus qu'a tiré Purdue Pharma du trafic de drogue pendant des années. Ainsi, 2010 marque le début du déclin de l'Oxycontin et de Purdue Pharma. Cathy Sackler avait bien proposé de se diversifier en vendant des médicaments traitant la dépendance aux opioïdes, mais finalement le conseil n'avait pas accepté, ça aurait presque été un aveu de culpabilité. Si Purdue Pharma était sur le déclin, c'est que, en dehors de la nouvelle formulation, qui limitait donc son abus, il commençait à y avoir une prise de conscience plus large que les opioïdes étaient dangereux et qu'il fallait les utiliser avec parcimonie. Certains alliés de Purdue commençaient à exprimer des doutes. Par exemple, Russell Portenoy, le roi de la douleur, avait reconnu son erreur en 2012. Son article dans Pain, qui avait tant influencé la perception du traitement de la douleur, avait une conclusion qui n'était pas supportée par les données. I gave so many lectures to primary care audiences in which the Porter and Chick article was just one piece of data that I would then cite, and I would cite 6, 7, maybe 10 different avenues of thought or avenues of evidence, none of which represented real evidence. And yet what I was trying to do was to create a narrative so that the primary care audience would look at this information in toto and feel more comfortable about opioids in a way they hadn't before. In essence, this was education to destigmatize. And because the primary goal was to destigmatize, we often left evidence behind. Clearly, if I had an inkling of what I know now then, I wouldn't have spoken in the way that I spoke. It was clearly the wrong thing to do. And to the extent that some of the adverse outcomes now are as bad as they have become in terms of endemic occurrences of addiction and unintentional overdose deaths, it's quite scary to think about how the growth in that prescribing driven by people like me led in part to that occurrence. Ce n'est pas le seul à avoir changé d'avis. L'American Academy of Pain Medicine, financée par Purdue et qui a fait du lobbying pour le traitement de la douleur pendant des années, avait aussi admis qu'il était tout simplement faux de dire que seulement 1% de la population était à risque de dépendance aux opioïdes. Et ce n'est pas tout. Les autorités avaient pu fermer les fameuses usines à pilules et de plus en plus de médecins prenaient conscience de la dangerosité des opioïdes. Enfin, ils reprenaient conscience de ce qu'ils savaient déjà il y a longtemps, en réalité. Il faut dire que le Centre de contrôle des maladies, le fameux CDC, avait produit des publications sur ce qu'on appelle aujourd'hui la crise des opioïdes. Dès 2006, ils avaient montré avec des données solides que l'explosion des prescriptions d'opioïdes depuis le début des années 90, et en particulier à partir de 1999, avait conduit à une augmentation fulgurante des décès liés aux opioïdes. Mais tout ça avait pris énormément de temps. Il a fallu attendre l'investiture de Tom Frieden à la tête du CDC pour que les choses changent. En 2011, il avait déclaré qu'il y avait une épidémie d'addiction aux opioïdes. Il avait entamé un long bras de fer avec Purdue, les institutions et les associations. En 2016, j'ai bien dit, en 2016, le CDC publie enfin des directives décourageant les médecins à prescrire des opioïdes. Cette année-là, le nombre total de décès par overdose dépasse les 64 000.
En 2018, après la publication d'un rapport d'une commission qu'il avait créée, le président Trump avait ordonné la déclaration de l'urgence de santé publique en réponse à ce qu'il a appelé la honte nationale et la tragédie humaine de la pire crise de la drogue de l'histoire américaine. Effective today, my administration is officially declaring the opioid crisis a national public health emergency under federal law. Ce qui ne l'a pas empêché, en janvier 2026, d'annuler près de 2 milliards de dollars de subventions fédérales destinées au programme de traitement et de prévention des addictions. Il a aussi proposé la peine de mort pour les trafiquants de drogue. Donc, ça a pris du temps, beaucoup de temps, mais Perdue était de plus en plus pointé du doigt. Perdue argumentait que c'était injuste, après tout, elle ne représentait que 4% au maximum des parts de marché. C'était vrai en nombre de prescriptions. Mais si on prend en compte les doses et la puissance de l'oxycodone, on arrivait plutôt aux alentours de 30%. C'était pas rien tout de même. Une autre preuve montrant que l'oxycontin, plus que les autres opioïdes, a joué un rôle majeur dans la crise des opioïdes est la suivante. Au début du lancement de l'oxycontin, il existait 5 États avec des programmes appelés Triplicate. Dans ces États, les médecins étaient obligés de remplir des formulaires fastidieux en 3 exemplaires, et comme vous savez que les médecins sont des grosses feignasses, ils évitaient d'en prescrire quand c'était pas nécessaire. Donc au final, il y a eu environ 50% d'oxycontin en moins qui ont été distribués dans ces états, et il y a eu aussi beaucoup moins de décès par overdose dans ces 5 états. Ce que Laura Nagel avait voulu démontrer quelques années auparavant était devenu clair. Cette fois, les données le prouvaient. Si Perdue Pharma a connu des hauts et des bas, il faut bien avouer que les sacleurs qui tiraient les ficelles dans l'ombre ont toujours été épargnés jusque-là. Mais l'année 2015 allait marquer un tournant. Aucun membre de la famille Sackler n'était jamais allé en prison, à l'exception de Madeleine, la nièce de Richard Sackler. Mais elle n'avait fait que réaliser un film ambitieux avec de vrais prisonniers comme acteurs. Elle l'avait donc choisi, mais ce ne serait peut-être pas le cas pour l'un des 8 membres de la famille qui siégeait au conseil de Perdue Pharma. Il y avait Mortimer, sa femme Teresa et ses 2 enfants, Hélène et Cathy. Raymond, Richard, Jonathan et David, le fils de Richard. En 2015 donc, pour la première fois, un membre des Sackler était convoqué pour un interrogatoire sous serment par l'État du Kentucky. Et pas n'importe lequel. Il s'agissait de son ancien PDG, Richard Sackler. Tyler Thompson, qui dirigeait la discussion, se souvient du visage condescendant de Richard. Un sourire moqueur, une attitude de « et alors ?» un manque absolu de remords. Mais pour la première fois, il était confronté à des preuves selon lesquelles il avait lui-même été décisif dans la campagne publicitaire d'Oxycontin. Mais Richard ne présentait aucun remords, il disait ne pas regretter d'avoir tenté de dynamiser les forces de vente. Pendant les 8 heures d'interrogatoire, Richard restait inlassablement évasif en répondant encore et encore qu'il ne savait pas. I don't know. Cela lui valut d'ailleurs les moqueries cocasses de la part d'acteurs dont Bryan Cranston, qui avait incarné Walter White, le baron de la drogue dans Breaking Bad. I don't know. Mais pour la coquette somme de 24 millions de dollars, Perdue avait réglé cette affaire. Non seulement Perdue n'admettait aucune faute, mais ils avaient pu obtenir que cette vidéo et les millions de pages de preuves dont les avocats de Kentucky disposaient soient scellées et jamais publiées. Encore une victoire. Ceci dit, ce n'était que le début des ennuis pour les Sackler. En janvier 2019, le procureur général du Massachusetts a dévoilé une plainte judiciaire contre les 8 membres de la famille Sackler. En effet, Maura Healey et ses procureurs avaient obtenu l'accès à 12 millions de documents scellés internes à Perdue Pharma. Les documents racontaient l'histoire de Perdue telle qu'elle l'avait été en réalité. Il y avait les mails de Richard qui gérait le personnel marketing, ceux de Cathy discutant du projet de médicaments contre la dépendance aux opioïdes, ceux des PDG se plaignant de l'ingérence constante des Sackler. À l'évidence, c'était bien les Sackler qui dirigeaient Perdue Pharma. Le document de 274 pages qu'elle avait en sa possession était la preuve que les 8 Sackler membres du conseil avaient fait des choix qui ont causé une grande partie de l'épidémie d'opioïdes. Healey avait ouvert la boîte de Pandore. Ce n'était pas seulement l'État du Massachusetts qui s'en prenait aux Sackler, celui de New York et de 24 d'autres les rejoignirent. Il y avait aussi des milliers d'autres cas, des villes, des comtés et des hôpitaux qui portaient plainte. Les Sackler ne pouvaient plus faire face à toutes ces plaintes en même temps. Ils proposèrent de gérer cela de façon globale.
Les Sackler proposèrent d'abandonner l'entreprise et d'offrir un dédommagement de 10 à 12 milliards de dollars en échange de l'immunité contre toute responsabilité fédérale potentielle. C'était la quasi-totalité de la fortune estimée des Sackler. Ce fut une grande victoire pour toutes les victimes de cette crise. Et tout est bien qui finit bien. Non. À bien relire ce que les Sackler avaient réellement proposé, ça n'était pas exactement ça. Il se trouve déjà que depuis l'accord de plaidoyer en 2007, la famille avait commencé à voir que ça sentait pas bonbon, donc ils ont commencé à distribuer l'argent et à les mettre sur des comptes où les autorités américaines ne pourraient pas les récupérer. Entre 1997 et 2007, Perdue avait versé seulement 126 millions de dollars aux Sackler. À partir de 2008, elle avait commencé à distribuer des milliards. 4,3 milliards jusqu'en 2016. Ils savaient que la famille pourrait être atteinte, mais ils avaient préparé leur sortie. C'est pour cela que le département de R&D de Perdue n'avait pas tellement de moyens finalement. Quant à la proposition de verser 10 milliards de dollars, voici comment cela se ferait. 4 milliards de médicaments en nature pour traiter l'addiction et limiter les overdoses. 3 à 4 milliards de dollars de l'entreprise qui émergerait de la faillite. 3 milliards de la vente de Mundi Pharma, la filiale internationale de Perdue Pharma. Et éventuellement, les Sackler étaient prêts à débourser 1,5 milliard de leur propre poche. Et bien sûr, les Sackler n'admettraient aucune faute. Vous avez bien entendu, les Sackler proposent un accord dans lequel l'État pourrait profiter de bénéfices de la vente de médicaments qui ont créé le problème. On comprend que cette famille soit aujourd'hui la plus détestée des États-Unis. Et c'était à prendre ou à laisser. Je vous passe les détails des procès et des décisions du juge de faillite, des appels et des complexités du système judiciaire américain, mais nous sommes actuellement en 2026, donc 7 ans après, et l'affaire est toujours en cours, et la famille Sackler a toujours ses milliards d'euros en poche, et n'est pas derrière les barreaux. On peut dire que la justice a subi un échec cuisant dans cette affaire. Les Sackler ont dû se retirer de l'industrie pharmaceutique, mais ils ont laissé derrière eux un pays dévasté. Le CDC estime aujourd'hui à 645 000 le nombre de décès par overdose entre 1999 et 2021 aux États-Unis. Au-delà du nombre de morts, on ne compte plus le nombre d'overdoses et de familles déchirées par la drogue. Car après l'arrêt de la prescription de masse, l'Oxycontin avait laissé derrière elle de nombreuses personnes dépendantes. Les gens se sont tournés vers l'héroïne dans les années 2010 à cause de la reformulation de l'Oxycontin, puis vers le fentanyl en 2015, un autre opioïde synthétique 50 fois plus puissant que l'héroïne. Cela avait bien sûr un coût financier. La Maison-Blanche estime que la crise a coûté aux États-Unis 1000 milliards de dollars pour les soins de santé, mais aussi en frais de police, de justice, de perte d'emploi et de productivité, et qu'elle coûtera probablement la moitié de ce montant au cours des prochaines années. Certes, les Sackler semblent avoir gagné la bataille judiciaire, mais ils ont quand même perdu quelque chose dans la bataille. Avec le temps et les procès, l'image de marque de la famille était devenue une honte. La femme d'Arthur Sackler et sa fille Elizabeth Sackler, qui n'avaient pas joué de rôle dans Perdue Pharma, avaient pris leur distance avec le nom Sackler. Jamais tout cela ne serait arrivé au temps d'Arthur, disait-elle. Alors, je te le dis direct, c'est hors de question que je contredise ça. Il faut que tu arrêtes de me faire parler alors que je suis mort il y a 40 ans. Madeleine Sackler, la réalisatrice de la famille, ou encore Joss Sackler, qui organisait des défis de mode, étaient prises à partie. Courtney Love s'était vue offrir 100 000 $ pour participer à un défilé de mode organisé par Joss. Lorsqu'elle a appris que Joss était lié à la famille Sackler, elle était mariée à David, le fils de Richard, Courtney a tout de suite refusé l'invitation. Il faut dire qu'elle-même a connu un passé douloureux avec des drogues, y compris l'oxy. Mais pour toucher le nom Sackler, il fallait toucher un monde dans lequel ils avaient toujours été considérés comme des bienfaiteurs. Déjà depuis l'époque d'Arthur, les Sackler investissaient des sommes considérables dans l'art. Si j'utilise le verbe investir, ce n'est pas un hasard. Les dons qu'ils faisaient n'étaient pas gratuits. Ils achetaient en réalité leur nom. De nombreuses galeries, écoles, programmes académiques ou même prix portaient le nom de Sackler. D'ailleurs, il y a quelqu'un que vous connaissez qui a gagné un prix Sackler. Petite idée ? Son prénom c'est Didier. Je vous laisse deviner. Après la publication de nombreux articles de magazines, le New York Times a contacté 21 établissements culturels qui avaient reçu des sommes importantes des Sackler, notamment le Guggenheim, le Brooklyn Museum et le Met. À ce moment-là, aucun d'eux n'avait l'air intéressé. Ils
continuaient à accepter les dons des Sackler. Dans ce contexte, une photographe du nom de Nan Goldin allait jouer un rôle majeur. Goldin, qui avait elle-même survécu à une addiction aux opioïdes, s'est sentie directement concertée par l'impact dévastateur de l'Oxycontin sur la société. En 2017, elle a fondé PAIN, Prescription Addiction Intervention Now, un groupe d'activistes dédié à la lutte contre la crise des opioïdes et à la dénonciation de la responsabilité des Sackler. Avec son collectif, Goldin a organisé des manifestations spectaculaires dans plusieurs des plus grands musées du monde, exigeant que les institutions refusent l'argent des Sackler et retirent leur nom des murs. L'une des actions les plus marquantes a eu lieu au Metropolitan Museum of Art, où Goldin et ses partisans ont jeté des flacons de pilules vides dans la célèbre fontaine de l'El Sackler, scandant des slogans contre la famille. Ces actions largement couvertes par les médias ont mis les institutions culturelles sous une pression intense. Peu à peu, les musées ont commencé à changer de position. En 2019, le Metropolitan Museum of Art a annoncé qu'il n'accepterait plus de dons de la famille Sackler. D'autres institutions, comme la Tate Modern et le Louvre, ont suivi le mouvement, allant même jusqu'à retirer le nom Sackler de certaines de leurs galeries. Ainsi, l'héritage d'Arthur Sackler, autrefois considéré comme un philanthrope dans le domaine de l'art, s'est vu terni par les conséquences de l'épidémie d'opioïdes. Les dons, autrefois perçus comme des gestes de générosité, sont désormais considérés comme des tentatives cyniques pour acheter la réputation, masquant une vérité bien plus sombre. Les Sackler avaient peut-être gagné la bataille juridique, mais ils avaient perdu ce que Isaac avait laissé à son fils Arthur, un bon nom. Les Sackler font toujours partie des personnes les plus riches au monde tout en ayant causé la mort de centaines de milliers de personnes. Mais il serait évidemment trop facile de faire porter la seule responsabilité de cette crise à Richard et sa famille. D'autres entreprises pharmaceutiques ont également joué un rôle significatif. Johnson & Johnson, par exemple, avec leurs médicaments Nucynta et le patch de fentanyl Duragesic, dont il était connu dès 2001 qu'ils étaient détournés à des fins abusives. Endo a commercialisé l'Opana, Mallinckrodt a vendu la Roxycodone, tandis que Teva a proposé le Fentora et même une sucette au fentanyl. Mais il s'agit d'un échec collectif. Les acteurs politiques ont été influencés, les distributeurs de médicaments ont payé des millions d'euros d'amende pour ne pas avoir signalé des commandes suspectes. Certains médecins et pharmaciens ont participé à cette exploitation, tandis que des scientifiques indépendants ont soutenu les intérêts des entreprises pharmaceutiques. Des associations financées par Purdue Pharma ont fait du lobbying pendant des années, et les institutions ont réagi trop lentement. Et que dire de la FDA ? Beaucoup de choses. C'est quand même elle qui est à l'origine de ce scandale. C'est aux autorités de santé de protéger leurs citoyens, et dans cette affaire, ils n'ont clairement pas été à la hauteur. Un jour, faudra qu'on en reparle de tout ça. Maintenant, vous connaissez l'histoire du pire scandale pharmaceutique de tous les temps. Mais ce n'est pas une raison pour voir le mal partout. L'histoire des Sackler et de Purdue Pharma doit nous rappeler qu'il est sain de poser des questions, de douter et de demander des comptes aux industriels. Cependant, le doute ne doit pas devenir un rejet systématique. Garder l'esprit ouvert signifie aussi être prêt à changer d'avis face à des preuves solides. Par exemple, les vaccins contre le Covid-19, malgré un développement accéléré et des débats passionnés, ont sauvé de nombreuses vies dans le monde. Les données montrent qu'ils ont considérablement réduit les hospitalisations et les décès. Cela ne veut pas dire qu'ils sont parfaits ou sans effets secondaires, mais que leur bénéfice collectif a été immense. L'enjeu est donc d'apprendre à distinguer les véritables scandales des innovations médicales qui sauvent des vies. Cultiver un esprit critique, ce n'est pas tout refuser, c'est savoir évaluer, comparer et décider avec discernement. Et sur cette chaîne, je m'engage à toujours vous proposer des informations aussi fiables et vérifiées que possible. Mon objectif est de faire le tri dans la masse de données disponibles, de les analyser de manière critique et de les vulgariser clairement. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Ainsi, vous pourrez comprendre les enjeux, confronter les arguments et vous forger un avis véritablement éclairé. En tout cas, c'est l'idée. J'espère que vous avez passé un bon moment, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo sur la biologie fait des vidéos. Tu veux dire la biologie fait des vidéos des fois ? Bon, je retourne dans ma tombe. Ciao et bisous à ma famille.